Oui, merci Daniel. Donc nous allons effectivement continuer cette présentation à deux voix et je vais prendre la suite. Nous avons donc souhaité en fait commencer ce rapport par la partie qui concerne le repérage, le dépistage et le diagnostic des enfants. Et pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a un véritable enjeu sur ces questions-là, dans la mesure où c'est lorsque l'on dépiste et que l'on repère et que l'on diagnostique tôt, que l'on prend en charge tôt, que les jeunes enfants qui souffrent d'autisme auront la capacité d'acquérir des habiletés sociales et de vivre de façon le plus intégrée possible. Or, dans son rapport, la Cour avait donc dénoncé des carences persistantes dans le dispositif de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce. Et il est donc important, voire essentiel, que ces carences soient corrigées. Aujourd'hui, le maillage territorial donc, des médecins représente un réseau de dépistage qui est bien sûr considérable. Or, dans le rapport de la Cour des comptes, il avait été stipulé, il avait été en tout cas constaté, suite à des questionnaires qui avaient été envoyés à des médecins généralistes, que 49% des généralistes et 20% des pédiatres n'avaient pas reçu de formation spécifique concernant les troubles du spectre de l'autisme. Or, ce sont quand même ces professionnels qui sont susceptibles de repérer, voire même de diagnostiquer les enfants en première ligne. D'ailleurs, il avait également été noté que 60% des pédiatres et 90% des généralistes orientaient les enfants, quand il y avait donc une suspicion, vers d'autres professionnels. Ainsi, donc, nous souhaitons que ce réseau de diagnostic, de repérage et de dépistage soit renforcé. Et pour cela avait été présenté déjà dans le 3e plan autisme mais n'a pas été mis en œuvre. Nous recommandons, en tout cas, nous faisons une proposition simple, c'est qu'une grille d'évaluation simple à utiliser qui s'appelle le MCHAT, qui est en fait une grille qui est utilisée par exemple en Italie depuis 2009, soit intégrée dans le carnet de santé et soit ainsi diffusée à l'ensemble des professionnels, donc notamment des médecins qui font les bilans des enfants réguliers avant le 24e mois, de façon à ce que des premiers outils soient diffusés, connus et transmis et puissent aider finalement à ce diagnostic. En contact quotidien avec également les enfants, tous les professionnels de la petite enfance ont aussi, bien sûr, un fort repérage, un fort potentiel de repérage qui est aujourd'hui insuffisamment exploité. Et nous avons donc noté que sur certains territoires, ces professionnels de la petite enfance étaient ou recevaient des formations spécialisées. Et nous souhaitons que finalement, ce qui est mis en place dans certains territoires, je pense par exemple à la région Auvergne-Rhône-Alpes, où le Centre régional pour l'autisme dispense des formations à l'ensemble donc des professionnels de la petite enfance, et bien que ce genre d'initiative soit généralisé à l'ensemble du territoire français. Donc, dans notre rapport, nous proposons effectivement que ce soit les CRA, donc les centres régionaux autisme, qui soient finalement responsables du cadrage national de ces actions de formation à destination des professionnels de la petite enfance. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Pardon. Ah oui, parce que je ne l'ai pas sur l'écran, excusez-moi. Concernant toujours le diagnostic, le 3e plan autisme avait fait un certain nombre de propositions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on note? On note notamment que les centres régionaux pour l'autisme sont encombrés, sont embouteillés. Il faut attendre très longtemps avant de pouvoir avoir un rendez-vous et avant de pouvoir avoir un diagnostic posé par un centre régional autisme. Or, on n'a pas nécessairement besoin de passer par ces structures pour avoir un diagnostic et on parle aujourd'hui d'organiser un accès gradué au diagnostic. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs niveaux en fait de repérage et de diagnostic qui sont possibles. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les médecins généralistes par exemple, avec cette grille d'évaluation et éventuellement également bien sûr d'autres outils. Mais il y a également d'autres types de structures qui existent pour ce qu'on appellerait des diagnostics simples, que sont les CAMS. Les CAMS, vous savez que ce sont les centres d'accueil médicaux précoces, ou bien que sont les CMP, les centres médicaux psychopédagogiques. Et ces structures peuvent représenter aujourd'hui un niveau de diagnostic, ce qu'on appellerait de 2e ligne, vers lesquels il faut orienter les familles prioritairement,
de façon à ce qu'ensuite les centres régionaux pour l'autisme soient vraiment utilisés ou soient vraiment spécialisés dans les diagnostics qu'on dirait complexes, hein, donc dans des diagnostics de troisième ligne, de façon à ce qu'ils ne soient pas encombrés et de façon à ce que justement ce délai qu'on a aujourd'hui, ce délai moyen qui est de 15 mois, puisse être réduit pour qu'ensuite, après le diagnostic, on ait une prise en charge rapide. Or, il nous semble aujourd'hui, et c'est une des propositions que nous faisons, que l'existence donc des centres régionaux autisme est une bonne chose, mais que le maillage territorial n'est pas suffisant. Un centre régional, quand on voit la taille d'une région, bien évidemment, pour une famille, cela peut paraître très complexe d'avoir accès à un centre régional autisme. Et donc, il faut absolument développer ce maillage de seconde ligne, mais également ce maillage des CRA de proximité, comme on l'a par exemple pour l'MDPH. On l'a vu lorsque nous avons fait les auditions pour, vous savez, pour l'évaluation en fait et le service rendu par les MDPH, que certaines MDPH sont déployées dans des réseaux de proximité, ce qui permet d'offrir donc une offre de service beaucoup plus accessible à l'ensemble des familles. Donc pour les centres régionaux autisme, pourquoi ne pas également déployer des centres qui seraient adossés à des services hospitaliers, à des hôpitaux de proximité, et de façon à être beaucoup plus accessibles dans l'ensemble des territoires. Donc ça fait partie d'une des propositions que nous faisons. Pour compléter, je parlerai donc de la réorganisation de la prise en charge précoce. Vous savez qu'aujourd'hui, donc je vous l'ai dit dans la diapositive précédente, il y a un consensus sur le fait que les prises en charge doivent être faites le plus rapidement possible. Or, un premier diagnostic, qu'on appellera un diagnostic fonctionnel, qui fait état des troubles du développement, doit suffire au déclenchement d'interventions précoces. Nous savons par exemple qu'aujourd'hui, certaines MDPH vont demander un diagnostic de centre régional autisme pour pouvoir déclencher les interventions d'un enfant. Or, il faut absolument passer ce stade-là et il faut qu'aujourd'hui, ce réseau gradué et finalement ces premières lignes de diagnostic puissent permettre le déclenchement d'interventions précoces. Cependant, nous notons bien sûr, et malheureusement, que l'offre d'intervention précoce est encore insuffisante et qu'elle repose essentiellement sur les structures médico-sociales qui aujourd'hui sont également embouteillées. Afin donc de renforcer l'offre, la Cour des comptes avait préconisé donc de déployer dans chaque territoire ce qu'on appelle un CESAD, d'intervention précoce. Vous savez, ce sont ces centres donc d'éducation et de soins spécialisés à destination des enfants. Et nous sommes bien entendu d'accord avec cette proposition sur le fait que l'offre du secteur médico-social devrait être augmentée. Cependant, nous souhaitons insister sur le fait que, outre le déploiement des CESAD, il faut également déployer ou mettre en place une coordination forte des différents acteurs, car les CESAD ne suffisent pas à répondre aux familles. Il faut également faire appel à des professionnels libéraux, et ces professionnels libéraux devront également être intégrés dans l'offre de coordination, dans cette coordination forte donc au niveau de chaque territoire de santé. À ce propos, nous avons auditionné l'ARS de Haute-Normandie qui, elle, nous a montré comment elle avait organisé des plateformes d'intervention précoce qui étaient adossées à des structures médico-sociales et qui étaient constituées de personnel formés aux méthodes psycho-éducatives et comportementales. Et les enfants qui sont accueillis dans ces structures, en général, entre 18 et 36 mois. Donc il nous semble que ce modèle, encore une fois, comme nous l'avons vu et comme nous l'avons auditionné, devrait pouvoir être déployé sur l'ensemble du territoire français.